Bonjour, ici c'est Chancela Tchala, journaliste de formation. Bienvenue dans notre nouvelle édition de podcast de 15 minutes sur l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au niveau du premier chapitre et aujourd'hui, nous allons avec vous entamer les seconds chapitres de toujours Holocauste au Congo. Si vous êtes africain ou vous êtes francophone en général, où vous trouvez dans les mondes, sachez que la République démocratique du Congo fait face aux atrocités d'il y a 30 ans déjà, des atrocités initiées par le Rwanda et l'Ouganda dans leur soif de pouvoir piller les minéraux dans l'est de la RDC. Pour conséquence, plus de 10 millions de personnes ont déjà été tuées dans l'est de la RDC, plus de 500 000 femmes ont été aussi tués, violés, éventrés, sans compter des enfants qui se font recruter des gré ou de force, en tout cas au sein de groupes armés qui sont soutenus par ces deux États, comme je l'ai dit, le Rwanda et l'Ouganda, dans la partie est de la RDC. Tout a commencé en 1994 lors de massacres de quelques Rwandais au Rwanda où Paul Kagame a sciemment et des manières rusées, pousser des citoyens rwandais de Hutus et des Tutsis à pouvoir se réfugier à l'est de la RDC. Aujourd'hui, Kagame trouve un alibi. Il s'est dit, oui, il y a des génocidaires, oui, il y a des gens qui auraient tué des Tutsis au Rwanda en 1994 qui sont à l'est de la RDC et nous devons les poursuivre jusque là-bas. Pendant qu'ils sont en train de les poursuivre, ils tuent les Congolais, ils les remplacent par des Rwandais et non seulement ça, ils pillent de minerais qui regorgent cette partie de la RDC. Cette lecture est simplement pas pour pouvoir vous tenir informé de la situation, mais surtout de vous tenir éveillé parce que ce qui arrive à la RDC pourrait vous arriver à vous, avec ces silences que je qualifie des complices de la communauté internationale face à toutes ces atrocités qui subissent le peuple congolais dans l'est de la RDC. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que le 4 mai dernier, plusieurs personnes, y compris des enfants, des bébés, ont été massacrés par des bombes qui ont été larguées par l'armée terroriste rwandaise dans un camp des déplacés qui s'appelle Mugunga. C'est dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. On va directement entamer avec la lecture pour la suite de ces livres. Les déploiements militaires anglo-américains au Rwanda. Ces chapitres sera consacré à l'arrivée des troupes étrangères, notamment de la Grande-Bretagne, de la France, mais aussi des États-Unis, aux côtés de Paul Kagame, alors que ces derniers initient l'assassinat systématique du président Hutu à l'époque, le président du Rwanda Hutu, Habyarimana, qui venait d'une réunion sécuritaire pour la région des Grands Lacs en Tanzanie. Son avion a été abattu. C'est à la suite de cette mort tragique du président Habyarimana et de son homologue burundais de l'époque que tout a débuté à l'est, au Rwanda, à la frontière avec la République démocratique du Congo. Le chapitre 2, comme je l'ai dit, s'intitule Les déploiements militaires américains, anglo-américains au Rwanda. Certains ont beaucoup critiqué l'opération turquoise, la force multinationale initiée par la France et déployée en juin 1994 au Rwanda, conformément à la résolution 929 ou 929 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette mission a surtout fait l'objet d'accusations mensongères et répétitives sans que ses détracteurs ne soient en mesure d'apporter des éléments de preuve et leurs affirmations très médiatisées. D'ailleurs, s'agissant de la plainte contre les militaires français de l'opération turquoise initiée par les trios de choc du régime de Paul Kagame en France, à savoir la Fédération internationale de droits de l'homme suivie Survie et Ibuka, on peut dire que le montage a accouché d'une souris. Après 17 années de procédures et d'examen de plus de 16 000 pièces, les magistrats instructeurs finissent par conclure à un non-lieu. En effet, l'ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par les magistrats démontre l'inanité des accusations portées par les associations dites d'utilité publique contre les militaires de la force multinationale.
Au terme des très nombreuses investigations menées par 10 magistrats successivement saisis et co-saisis, les juges ont également considéré, conformément à l'application du parquet de Paris, que les éléments de la procédure n'établissaient pas la participation directe des forces militaires françaises à des exactions commises dans les camps des réfugiés, ni aucune complicité par aide ou assistance aux forces génocidaires ou complicité par obtention des militaires français sur des collines des Bicécéros en l'absence d'intention de ces derniers de faciliter la commission de crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Pour essayer d'extrapoler rapidement ces 2 ou 3 premiers paragraphes de ce deuxième chapitre de cet ouvrage, ici on explique l'arrivée des forces internationales, des forces anglo-américaines qui ont trouvé l'opération turquoise sur place. Alors, vous tous, vous savez que récemment, Emmanuel Macron, je crois que c'était le 7 avril, lors des commémorations des massacres des Rwandais au Rwanda, Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, avait annoncé que Macron et sa France feront tout pour pouvoir payer la dette morale qu'ils auraient, en tout cas à l'égard du Rwanda, pour n'avoir pas stoppé ce qu'ils qualifient de génocide. Et pourtant, ici, c'est clair que ces forces ont plutôt été du côté du FPR et que ces forces n'ont jamais apporté un soutien quelconque ou une assistance, peu importe laquelle, aux forces qu'ils qualifient de génocidaires ou aux déplacés Hutus qui ont atterri à l'est de la RDC. En réalité, tout ça, c'est de l'amalgame, c'est de la manigance, c'est de la tromperie, de mensonges à ciel ouvert. Parce que Kagame sait qu'en cherchant à culpabiliser la communauté internationale, il continuera à piller les minéraux à l'est de la RDC. Il continuera à justifier sa présence militaire dans l'est de la RDC. Alors, vaut mieux continuer à faire croire au monde entier que ben ouais, vous avez abandonné des Tutsis, vous avez abandonné Paul Kagame, et pourtant, c'est ces fameux Paul Kagame qui est arrivé avec l'instabilité, avec de troubles, avec tous ces désordres qui a abouti à des massacres des citoyens rwandais, en particulier des Hutus qui ont été massivement massacrés par des Tutsis qui étaient au sein du Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame. Aujourd'hui, ce qui constitue pour lui un fonds de commerce que le monde qualifie de génocide est en réalité une manœuvre dilatoire de pouvoir continuer à piller les minéraux de la RDC dans sa partie est. C'est comme ça que j'ai dit que la RDC ne devra pas attendre que la communauté internationale lui vienne en aide. Elle doit prendre des initiatives afin de pouvoir s'attirer des partenariats qui soient win-win et non s'attendre à ce que des gens qui sont des natures hypocrites puissent vous mentir tous les longs de votre vie. Ici, nous voyons clairement que, contrairement à ce qu'Emmanuel Macron a affirmé le 7 avril dernier, la France n'a aucun devoir de redevabilité à l'égard de Paul Kagame ou du peuple rwandais. Parce que l'opération turquoise a accompagné les Tutsis qui étaient arrivés au pouvoir, à pouvoir poursuivre les Hutus jusque même à l'est de la RDC, mais plutôt cette opération a servi aux Tutsis en particulier et non aux génocidaires. Maintenant, en qualité de quoi ou en qualité de qui Macron veut se payer une dette morale dans laquelle il n'a jamais pris part, une situation dans laquelle il n'a jamais pris part, il n'a jamais été présent. Vous allez me dire, mais ouais, il existe l'histoire, il existe. Je sais qu'il existe l'histoire, mais si l'histoire n'est pas bien relatée ou si l'histoire est relatée par celui qui est censé être coupable, l'histoire sera biaisée. Et non seulement l'histoire sera biaisée, les conséquences seront catastrophiques. C'est comme ça que ça ne sert à rien que Macron fasse l'hypocrisie. Il faut que Macron assume le fait qu'il est aussi, lui, attiré par les minéraux des sangs à l'est de la RDC et qu'il n'est pas prêt à pouvoir se retirer derrière Paul Kagame. Il n'y a aucune responsabilité de la France dans ce qui a eu lieu au Rwanda. Le seul responsable ici, c'est Paul Kagame. Tant qu'il continuera à être chouchouté par Macron, par la France, par les anglo-saxons, tout ce que vous voulez, l'insécurité à l'est de la RDC continuera. Alors la RDC doit regarder la vérité en face et se dire qui sont nos partenaires et qui ne les sont pas. Je poursuis. Agressive contre des personnes qui critiquent la politique criminelle du dictateur rwandais, ces 3 associations qui sont les FIDH, donc Fonds international des droits de l'homme, Survie et Ibuka, ont ainsi essuyé leur première défaite
aux côtés du régime de Kigali qui porte exactement les mêmes accusations depuis 1994 contre les militaires français de Turquoise. Ici aussi, c'est la suite logique des ONG, comme dans les habitudes de Paul Kagame, il passe par des ONG pour s'attirer l'attention de tout le monde. Il finance la plupart de ces ONG par des minéraux qui sont les minéraux des sangs à l'est de la RDC. Il a essayé d'attenter au procès quelques militaires français et en 2022, le verdict a été rendu. Ces Français n'ont jamais été impliqués dans des massacres des Tutsis ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont d'ailleurs, ou bien au contraire, ils ont été aux côtés de Paul Kagame pendant le déroulement de l'opération Turquoise. Donc, selon l'auteur du livre, Kagame et ses organisations ou ses ONG internationales ont essuyé une énième défaite par rapport à ces mensonges perpétrés toutes ces années. La leçon qui se cache derrière cette défaite s'attaque pas nécessairement aux personnes responsables de crimes contre l'humanité, mais à celles que le régime de Kagame désigne comme cible. Autrement dit, ce n'est ni la vérité ni la justice qui les intéresse, mais la défense des intérêts des dirigeants rwandais et probablement aussi de leurs propres intérêts. Voilà, les ONG qui sont censées défendre le droit de l'homme, qui sont censées défendre des victimes qui sont en réalité de Hutus, qui ont été chassés de leur propre pays à l'arrivée du FPR, des Tutsis, des Kagame. Aujourd'hui, c'est aussi clair ici que ces ONG ne sont pas à la recherche de la justice. Ils ne sont pas à la recherche de la préservation de la vie humaine, mais ils sont en train de défendre simplement les intérêts d'un criminel génocidaire qui est un dirigeant rwandais, mais aussi les intérêts de ces mêmes ONG, selon l'auteur de ces livres. Dans tous les cas, ces associations ne sont jamais illustrées dans la défense de Hutus, ni même de celles des Tutsis emprisonnés ou tués pour leurs critiques contre les dictateurs Paul Kagame. Elles ont cependant activement contribué à focaliser l'attention du public ailleurs que sur le rôle joué par les chefs des rebelles rwandais et ses soutiens américains dans les événements tragiques de 1994. Ce qui a échappé jusqu'ici à la recherche scientifique et aux médias en général et qui mérite encore plus d'attention, c'est moins l'opération Turquoise que la mystérieuse opération américaine Support Hope, annoncée le 22 juillet 1994 par le président des États-Unis en personne. Là, ça commence à viendre là. Là où le Congo dit les Américains sont nos partenaires, voilà ce que les États-Unis ont initié aux côtés de Kagame lors de son arrivée à la tête du Rwanda. Écoutez la suite. Il s'agit, selon le président Bill Clinton, d'une mission humanitaire envoyée au Rwanda, mais qui n'a jamais été soumise à l'approbation ou l'appréciation du Conseil de sécurité de l'ONU, ni même placée sous les commandements d'une quelconque force multinationale. Cette mission humanitaire presque clandestine révélait stricto sensu du pouvoir discrétionnaire du président Bill Clinton. Personne n'aura donc la moindre connaissance ni quelconque contrôle des tenants et aboutissants de cette opération et l'on ne saura presque rien de ses motivations. Elle avait pourtant intrigué certains membres du Sénat américain qui n'ont pas hésité à écrire au président Bill Clinton pour lui signaler qu'ils espéraient que des troupes américaines n'allaient pas s'impliquer dans les affrontements au Rwanda. Des membres du Congrès des États-Unis se demandaient aussi à quoi pouvait bien servir cette décision tardive du président Clinton. Parce qu'ici, en réalité, c'est un peu quand l'opération Turquoise a eu lieu et vers la fin de l'opération Turquoise veut dire vers la fin des atrocités au Rwanda que les militaires américains arrivent sur le sol rwandais. Mais c'est une très belle question là. À quoi sert cette mission tardive? Parce que les massacres, selon les informations, les massacres ont déjà eu lieu et la situation est déjà sous contrôle. Pourquoi pouvoir envoyer sur les sols rwandais des militaires américains? La suite sera aussi sucrée que possible. Suivons. Pour les rassurer, le président des États-Unis tenta d'expliquer sa position. Nous n'avons pas l'intention de voir les forces armées américaines déployées au Rwanda impliquées dans des hostilités.
Néanmoins, la majorité de quelques 200 soldats déployés sur les terrains seront affectés à la protection des troupes et à la sécurité de l'aéroport de Kigali. Ces forces de sécurité sont équipées et prêtes à prendre toutes les mesures nécessaires pour accomplir leur mission humanitaire et se défendre si cela est nécessaire. J'ai pris ces mesures en vertu de mon autorité constitutionnelle pour conduire nos relations extérieures et en tant que commandant en chef et chef de l'exécutif. Ça, c'est très intéressant parce que il use de son pouvoir discrétionnaire pour appuyer des milices qui vont finalement commettre des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est comme ça qu'il n'y a aucune surprise dans les faits de voir Bill Clinton venir au Rwanda pour célébrer la commémoration du massacre des Rwandais, parce que c'est un fonds de commerce, c'est une stratégie qui a été définie ensemble, qui doit être défendue ensemble et qui doit marcher, qui doit continuer à marcher. Le Congo doit arrêter de marcher en ayant les yeux fermés. Le Congo doit ouvrir ses yeux et comprendre que le Congo est seul. Nous devons nous battre. Ces minerais nous appartiennent. Nous devons les préserver pour les utiliser pour le développement de notre pays et rien d'autre. Je poursuis pour aller vite clôturer. Ce qui est troublant dans cette déclaration, c'est cette période, puisque l'armée, c'est qu'en principe, il y a plus de dangers à Kigali à cette période, puisque l'armée gouvernementale Hutu a été décapitée et définitivement vaincue les 12 juillet 1994 par Paul Kagame et ses hommes qui ont pris le contrôle de tous les pays. En outre, le président Clinton prétend qu'il n'est pas prévu que les troupes américaines s'engagent dans les hostilités, mais il affirme en même temps qu'elles assureront la sécurité de l'aéroport de Kigali. Pourquoi vouloir assurer la sécurité de l'aéroport de Kigali en lieu et place des soldats rwandais du FPR si l'on ne prend pas parti? Il y avait un pouvoir légal des Hutus qui était là, qui a été chassé par des arrivistes, par des opportunistes et milices qui ont été dirigés par Paul Kagame. Alors, ils ont fait tomber les pouvoirs qui étaient en place, ils ont réussi à déstabiliser tous les pays, et là, les Américains, au lieu de sanctionner ceux qui ont déstabilisé le Rwanda, ils préfèrent venir les appuyer en sécurisant l'aéroport pour éviter justement qu'il y ait d'autres troupes qui viennent pour pouvoir essayer aussi de renverser l'arrivée de Paul Kagame et de ses troupes. Et aussi, une chose est paradoxale, il affirme d'un côté que les troupes américaines ne vont pas combattre, de l'autre côté, il affirme que l'armée américaine ou les troupes américaines feront de leur nécessaire pour pouvoir se sécuriser en cas de besoin. C'est paradoxal. Je poursuis pour boucler ces podcasts. Je reprends. Pourquoi vouloir assurer la sécurité de l'aéroport de Kigali en lieu et place des soldats rwandais du FPR si l'on ne prend pas parti? D'ailleurs, si les mobiles de cette initiative sont réellement transparentes, pourquoi éviter de passer par les conseils de sécurité de l'ONU? Ça, c'est très important. Il faut noter que le Rwanda, membre des Nations Unies, siège encore à cette période-là au Conseil de sécurité. Le président américain précise alors davantage sa pensée en disant ceci. Dans l'après-midi du 29 juillet 1994, j'ai demandé au général Joulouane, commandant en chef des troupes américaines en Europe, en plus des opérations de secours qu'il menait déjà à Goma, au Zaïre et à Entebbe en Ouganda, de déployer immédiatement un contingent de forces américaines d'environ 200 hommes à l'aéroport de Kigali. Ces forces ont commencé à arriver le 30 juillet 1994. D'autres forces d'Australie et du Royaume-Uni sont également engagées dans cet effort à Kigali. Au cours de cette phase initiale de l'opération Support Hope, les États-Unis et d'autres nations engagées établiront et feront fonctionner une base logistique pour soutenir les opérations de secours humanitaires du HCR. En réalité,
c'est une méthode en fait. Pour ne pas que les militaires américains soient tenus pour coupables de quoi que ce soit, ils vont se cacher derrière des organisations humanitaires comme ça. On verra plus les HCR que de voir les militaires américains. Je m'arrête là pour cette nouvelle édition. Continuez à vous abonner massivement pour la suite de cette connaissance que nous partageons. Partagez également la vidéo dans votre entourage. Question de sensibiliser davantage des Congolais, mais aussi des Africains, sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le monde doit savoir que ce qui arrive à la RDC pourrait arriver à tout le monde tant que le monde continuera à avoir des dirigeants sanguinaires, criminels comme des Paul Kagame, des Museveni et consorts. Abonnez-vous massivement sur nos différentes plateformes des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, afin de ne rien manquer en termes d'actualité de la République démocratique du Congo. Prenez soin de vous et très bonne suite de l'actualité sur notre chaîne ou nos plateformes.